production Sideways. Salut tout le monde! Cette semaine au podcast, je reçois un invité qui m'a toujours intrigué dans mes débuts. C'est quelqu'un qui évolue dans un domaine qui est vraiment similaire au mien, mais d'une façon totalement unique. Patrick Nadeau. C'est un passionné d'images, un explorateur du visuel, mais surtout un entrepreneur qui a su transformer sa curiosité en métier. De la photo sportive à la réalité virtuelle, en passant par la photographie immobilière, il a su s'adapter et innover au fil des années. On va parler de son parcours, des risques qu'il a pris et des voyages qui ont fait changer la vision de son métier. On va aussi parler de la fois où il est allé filmer des hôtels 5 étoiles au Mexique avec toute sa famille. Donc si vous aimez les histoires d'entrepreneurs qui sortent des sentiers battus, cet épisode-là est pour vous. Le podcast a été tourné dans notre studio de Sideways, donc si jamais vous avez un projet de podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Bon épisode tout le monde! Salut Patrick, bienvenue sur Entre deux Jobs. Ben, merci de l'invitation. Je suis content de te recevoir parce qu'il n'y a pas grand monde que j'ai reçu aujourd'hui dans le podcast où c'est dans le monde créatif, de la photo, de la vidéo, qui est vraiment connexe à ce que nous on fait. Oui. Il y a une époque que je me disais, Patrick, pour moi, c'est de la compétition, mais dans le fond, tu fais plus tant de vidéos qui est vraiment semblable à ce que nous on fait. Fait que c'est vraiment cool de voir le type de vidéo qui peut être sorti justement d'une caméra comme il y en a l'air de toi, puisque nous, on peut faire comme vidéo plus avec des caméras professionnelles. Fait que je suis content de te recevoir. Ben, merci. Ben, en fait, c'est vrai qu'on a un peu ce réflexe-là, souvent quand on voit quelqu'un d'autre dans le domaine de la vidéo, dire est-ce qu'il va nous copier? Est-ce que de lui parler, on risque de lui donner trop d'informations? Ouais. Puis en fait, de la vidéo corporative, j'en ai jamais fait. Ouais. J'étais plus en photographie, photographie 360, photographie sportive, photographie immobilière, puis réalité virtuelle. Fait que s'il y a quelque chose, on est beaucoup plus complémentaires qu'on peut le penser, selon moi. Ben, je suis vraiment content. Puis là, Caroline n'est pas là. Caroline qui est ta conjointe, Ouais. ton associée Ouais. dans tout ça depuis le début. Oui, depuis les tout débuts. On fête notre 15e anniversaire ce mois-ci, en fait. Fait que OK. ça donne bien d'un certain sens. C'est ma partenaire de vie, la femme de mes enfants, puis ma partenaire en affaires. Ah, mais Ouais. c'est cool. Puis il y a ses points positifs, il y a ses points négatifs de travailler avec sa conjointe. On pourra peut-être plus en parler plus tard, mais je suis vraiment content. Fait que, mettons qu'on revient au début. Oui. Comment ça a starté, ça, Nadeau Photo Solutions? Ben, si on recule, avant même, on a lancé ça en 2010, Caroline et moi, mais si on recule avant ça, ça vient d'une passion du voyage. C'est vraiment, on est parti pendant presque 2 ans et demi de temps, Caroline et moi, faire de l'Amérique du Yukon jusqu'au Panama, puis l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. Fait qu'on est parti sac à dos. Puis on a fait l'Australie, Malaisie pendant presque 1 an avant ça. Fait que c'était avec l'appareil photo, c'est comme ça que c'est né ma passion. Par le voyage, ma passion de la photographie est arrivée. Puis, et puis quand on est revenu de ce voyage-là de 2 ans et demi, en 2007, j'ai lancé des ateliers conférences pour aider les jeunes à voyager, de travailler à l'étranger avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Oh, ouais. J'ai fait ça pendant quelques années. Et quand ça s'est terminé, ben, je me suis dit, je me lance en affaires, je me lance dans ce qui me passionne, la photographie. Fait que ça a commencé comme ça. Puis c'est un de mes chums, à un moment donné, qui me dit « Hey, viens, je veux qu'on fasse des photos de hockey de mon équipe. » Fait que j'ai commencé à faire des photos. Puis si tu verrais ces photos-là aujourd'hui, là, Ah, mais comme on dit, ouais, ça prend un début à tout. Là. Fait que à partir de là, j'ai comme vu un potentiel. Puis on s'est lancé dans la photographie sportive. À partir de ça, j'étais allé cogner au port de la ville de Thetford pour dire hey, on pourrait photographier l'équipe de soccer. Fait qu'on a photographié le soccer. Fait après ça, on a acheté les équipements, on a développé notre processus. Puis ça a commencé comme ça. Ouais. Puis au début, ben, je devais me lancer seul. Et là, j'étais allé faire ma formation en entrepreneuriat. Dans ce temps-là, c'est au Tremplin. Maintenant, c'est au 2RT. Et Caroline a dit, je vais y aller avec toi parce que je sens que je vais ramasser la comptabilité. Elle voyait ça venir. Caroline, elle, moi, je suis l'artiste, si on veut. Je vais être la personne qui a les idées, mais Caroline, c'est la structure. Fait que, elle s'est impliquée comme ça.
Puis elle travaillait déjà au CHUL à Québec en recherche. Elle est biologiste de formation, OK. en biologie plus au niveau du cerveau. Elle s'est envenue finalement avec moi dans Elle a l'entreprise. lâché ça pour venir Ouais, elle a temps lâché plein. ça venir à temps plein. Ouais. Ben, Québec, c'était pas là, c'était pas proche non plus. Non, hein. c'est Fait ça. que- Il y avait ça, puis il y avait la réalité familiale que on allait avoir un enfant au même moment qu'on lançait l'entreprise. Le jour Ah, où on tu t'es lançait dit un projet, non, un deuxième projet. un deuxième projet, fait que le jour où ma blonde faisait la charte comptable, qu'on lançait l'entreprise, ce jour-là, elle a lâché la charte comptable pendant qu'elle était en train de la faire, puis elle est allée accoucher. Ah. Puis c'était le moment où on lançait l'entreprise, puis qu'on avait notre premier enfant. Ah ouais. Ouais. Puis comment ça a débuté plus dans le monde du sport? Ouais. Ça a débuté dans le monde du sport. On a fait ça pendant... C'est par passion? en fait, j'ai jamais été passionné de sport. OK. je pouvais photographier une game de hockey puis finir la game de hockey sans même savoir qui avait gagné. si mes chums m'auraient dit « Tu photographies le hockey, toi? » Je suis pas un passionné de... En fait, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre le fanatisme autour du sport. Mais j'aimais le photographier, par exemple. OK. Ce que j'aimais le plus photographier, c'est le patinage artistique. OK. Mais j'ai photographié tellement de hockey. Je pense qu'on a photographié plus de 300 événements. Là. Fait que, toutes les fins de semaine, on était là-dedans. C'était quand même exigeant physiquement parce que ça commençait souvent le jeudi soir, puis c'était des grandes journées, puis ça finissait le dimanche soir. Fait qu'on faisait facilement nos 50 heures en 4 jours. Wow. Puis quand la semaine arrivait, ben, il y avait quand même de l'ouvrage pareil dans la semaine. Là. Fait que ça, on a fait ça un bout de temps. Puis ça, quand on se lance, ben, on a de l'énergie, hein, beaucoup plus. Puis quand on a 1, 2, 3 enfants, ben là, il a fallu se réajuster un petit peu, dire là, on a des choix à faire. On ne peut pas être C'est ça. parti toutes les fins de semaine. Puis la semaine, Les soirs, les fins de semaine, maintenant, ouais, c'est puis correct. là, là. ça impliquait beaucoup les grands-parents aussi. À un moment donné, c'est correct de nous dépanner, mais il ne faut pas que ça devienne un rythme. Fait qu'à partir de ce moment-là, on s'est en allé tranquillement dans la photographie immobilière pour la vente de maisons auprès des courtiers immobiliers. Puis, ça nous permettait de travailler la semaine. Mais avant ça, tu disais, il me semble que j'ai lu un peu là-dessus, vous aviez un trailer. Oui. C'était-tu avant de faire la photographie immobilière ou c'était quand c'était dans le monde du sport? C'était dans le domaine du sport. On avait une remorque. On a fait faire une remorque sur mesure. On avait une dizaine d'ordinateurs à l'intérieur. Puis c'était un nouveau concept. On a sorti quelque chose qui ne se faisait pas vraiment. Ce que ça nous permettait de faire, c'est d'aller sur les événements l'été. Ça, la remorque, c'était pour l'été. On allait sur un événement, on avait la génératrice à même la remorque, si on n'avait pas accès à l'électricité. On avait nos ordinateurs, tous les côtés de la remorque s'ouvraient, il y avait des panneaux. Et on photographiait les gens en action, parce que les gens aiment mieux les photos en action. C'est plus d'ouvrage pour les photographes, par contre. Là. Ouais. Mais les gens peuvent venir voir les images qu'on avait prises et choisir la photo. On faisait le montage devant eux, personnalisé à leur nom. On appuyait sur un bouton, puis ça sortait d'une imprimante. Puis ils repartaient tout de suite avec leur photo instantanément. Ouais. Puis ça l'a-tu pogné pas mal ou c'était un investissement? C'est un investissement, Ouais. mais tu sais, ça nous avait peut-être coûté dans les 40 000 piastres à l'époque. Pareil, là? Oui, c'était quand même des sous. On avait fait un emprunt. C'est le seul emprunt qu'on a fait dans notre business. En fait, même, je pense que ça nous a coûté... On a peut-être emprunté un 20 000 à ce moment-là, de mémoire. Puis on l'a remboursé plus vite que que l'échéance. Il y en a qui diraient en finance, c'est pas une bonne idée de faire ça, de rembourser plus vite. Mais on a Caroline et moi, on a pas mal... on aime pas tant les dettes. Ouais. ça nous enlève une pression. C'est une façon de voir les choses, mais des fois, c'est pas toujours bon. Des fois, c'est pas, la dette n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est ça. On a investi là-dedans. Puis quand c'était l'hiver, on amenait des kiosques, on avait fait faire des kiosques, on assemblait à l'intérieur des arénas, par exemple. C'était le même principe. On photographiait les gens en action. Ils venaient sur les écrans, puis on imprimait sur place. Fait qu'on avait un job pareil. Ouais, mais c'était juste pour des tournois. Là. Je peux pas croire que c'était juste pour une game d'une heure et demie. Là. Non, on faisait ça vraiment pour les tournois. Puis notre clientèle, c'était les plus jeunes, là, si on veut, les amateurs. Parce qu'on a fait de la photographie sportive professionnelle, mais les professionnels, des photos, ils en ont une et une autre. Plus les parents qui veulent les photos de leur jeunes. C'est ça, oui. Puis d'année en année, on retournait sur les événements. Ça permettait
aux parents de voir un peu l'évolution de leurs jeunes, d'avoir des souvenirs comme ça au fur et à mesure. Fait que, c'était... quand on a lâché ça, c'est pas parce que ça marchait pas, c'est parce que c'était exigeant, puis on était rendu à faire autre chose, à améliorer nos conditions de travail, finalement. Exact. Ouais, Mais surtout avec des jeunes enfants, à un moment donné, tu te Ouais. dis, faut que je sache faire des concessions de... Bon, c'est le fun, c'est peut-être payant, mais là, à un Ouais. moment donné, genre, je ne respire plus. Ouais. Les grands-parents en prennent un coup, puis là... C'est ça. Comme dans n'importe quoi, hein, là, on est à notre compte, mais quelqu'un qui est employé dans une entreprise, ben, il cherche à avoir des promotions. Ouais. C'est pareil pour nous autres, on améliore nos conditions. C'est pas comme comparaison. Ouais. Puis là, tu t'enlignais justement sur l'immobilier. Est-ce Ouais. que tu t'en allais à dire? Ben, en fait, suite à ça, en parallèle, parce qu'on n'a pas lâché d'un coup la photographie sportive pour faire autre chose, ça a été graduel. On est allé en immobilier parce que là aussi, je voyais un potentiel. Dans la région aussi, il n'y avait aucun photographe immobilier, puis il y avait des courtiers. Il y avait des photos, des fois, c'était rien pour mettre en valeur des images, des maisons. Là. Et puis, pour commencer, on a approché un courtier, puis on a dit, regarde, ça t'engage à rien. On fait les photos. Si tu vends la maison, tu nous payes. Si tu ne vends pas, ça ne t'a rien coûté. Fait que le courtier, lui, a absolument rien à perdre. Il offre un service de plus. Fait qu'on a commencé comme ça. Puis on a commencé avec un courtier, puis après ça, on a fait ça avec un autre. Puis à un moment donné, ben, on s'est dit, OK, là, on est rendu Assez bon pour dire on charge instantanément au courtier. Puis là, mettons, à titre de... Parce que je sais comment ça vaut, la photographie immobilière. Tu vendais ça combien au début, tes photos? Je pense qu'on chargeait comme 125 pièces la maison. C'est rien. C'est rien. C'est vraiment pas beaucoup. Là-dedans, tu prends une photo, il faut que tu les traites après. Faut que tu les envoies. Ben, dans une journée, peut-être qu'on faisait 4 maisons. Ça, c'était les photos de la maison. Mais quand on sortait le drone, on rechargeait un autre 125. Ben oui. Fait que, on pouvait s'en sortir d'une journée à peu près à 700-800 peut-être. Fait que ce qui n'est pas mauvais. Mais la beauté de la chose là-dedans, c'est que on n'avait pas de marketing à faire. On ne perdait pas de temps à... On était vraiment plus concentrés parce que c'est pas nous qui allons chercher le client. Non. Une fois que tu as ton courtier, c'est lui qui va chercher le client. C'est ça. Puis ils ont quand même du volume. Hein, quand tu as plusieurs courtiers, ben là... C'est ça. À la fin, à un moment donné, je pense qu'on avait 32 courtiers immobiliers. Là. Fait qu'on on couvrait... Les journées étaient pleines. Les journées étaient pleines, puis des fois, on montait jusqu'à la tuque. On avait des courtiers qui, eux, vendaient du haut de gamme. Fait qu'on s'en allait au bord de Montréal, là, on s'en allait... Fait que ça demande quand même, hein? Ben C'est du déplacement pas mal. Fait que pour nous, ça, c'était déjà... La photo sportive, oui, il sortait de l'argent de ça, mais ce qui en restait aussi, parce que ça avait des employés à payer aussi. Là. Il n'y avait pas que moi et Caroline là-dedans, parce qu'on avait des employés aussi. Puis là, tu allais photographier pour avoir peut-être un montant que... Mais c'était pas une garantie parce que tu demandais... mais avec l'expérience, on savait à quoi s'attendre. Puis dans l'immobilier, déjà là, on faisait on était plus dans le 9 à 5 de la semaine. On ne photographiait pas la fin de semaine, le moins possible. Fait qu'on améliorait nos conditions de travail. Puis là, on est rendu ailleurs où on travaille encore moins. Puis on fait encore plus. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Puis mettons que tu regardes tout ton début, justement, c'était quoi tes défis que tu avais, justement? C'était d'avoir toutes des heures de travail adéquats, sûrement? Là, mais... Bien sûr, parce oui que et non, dans le monde créatif, il y a beaucoup de monde qui arrête parce qu'ils sont il y a un burn-out de travail parce qu'ils ont trop travaillé. Toi? Oui, c'est toujours quelque chose qui nous guette. Là. C'est dur de déconnecter, vraiment. Là. Mais pour moi, c'est plus... Moi, j'ai toujours été passionné par ce que je fais. Déconnecter, c'est difficile. Mais c'était pas mon inquiétude à ce moment-là. Le plus grand défi, et aujourd'hui, ça, j'arrive à le contrôler mieux, c'est l'éparpillement. C'est le revers aussi d'être passionné par ce qu'on fait. On voit plein de potentiel partout. Puis, on voudrait faire ça, on voudrait faire ça, on voudrait faire ça. Mais à un moment donné, c'est parce qu'à chaque fois qu'on développe un nouveau projet, c'est comme créer une nouvelle entreprise. Puis, il faut
il faut développer une nouvelle clientèle, développer un nouveau processus, d'acheter des nouveaux équipements. Fait que c'est ça. C'est comme si on se relançait à chaque fois. Et ça, ben, ça peut devenir un peu épuisant. Fait que c'est de dire, attends un peu, là, je prends ça, je développe ça, puis j'essaie de pas trop m'éparpiller. Ouais. Fait que ça a été plus ça. Puis aujourd'hui, ben ça, on le contrôle mieux, je dirais. Là. Fait que, ouais, c'est plus cet aspect-là qu'il faut surveiller. Ouais. OK, super. Mais là, depuis 2010, ça a vraiment changé. Aujourd'hui, vous faites plus du tout ce que vous faisiez au début. Non. Ça s'appelle Nado Photo Solutions. Au début, c'était Nado Photo Sport. À un moment donné, on faisait plus que du sport. On avait élargi. Fait qu'on a changé ça pour Nado Photo Solutions. Et aujourd'hui, ben là, ça va s'appeler quand même Nado Photo Solutions dans les livres et tout, mais le logo va être juste NPS. Parce que, les choses évoluent. On n'est plus tant dans la... Oui, on fait de la photo, surtout aérienne par drone, mais on est maintenant plus dans la réalité virtuelle. Après l'immobilier, un peu en parallèle, quand on a tassé la partie sportive, on est allé dans l'immobilier. Puis en parallèle, après, à l'immobilier, on a développé la photo 360. On était plus dans les débuts. Avant, ça a commencé avec plein de GoPro, c'est ça? Oui, même avant ça, c'était de la photo et non de la vidéo. On a commencé un petit peu avant que Google Street View est dans les entreprises. Il y avait Google Street View dans les rues, mais il n'était pas rentré encore dans les entreprises. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des photos en rond avec des trépieds spéciaux, puis on faisait des campings. À ce moment-là, on avait développé, Caroline et moi, le goût du camping. Fait qu'on s'était acheté un camping avec les enfants. On allait en faire, mais on combinait encore là nos passions de camping, puis on allait faire des contours dans des campings. Fait que ça nous amenait là où on voulait, avec le rythme qu'on voulait. Fait qu'on s'est mis à faire ça. On a fait, par exemple, dans la région ici, on a fait toute la MRC des Appalaches, la MRC du Granit, toutes les municipalités, les attraits touristiques en photo 360. Puis après ça est apparue la vidéo 360, là où on collait des GoPros ensemble. Ouais. On avait 6 GoPros qu'on collait ensemble, mais les casques n'étaient pas là, vraiment. Il y en avait, mais c'était vraiment des développeurs qui avaient ça. L'ordinateur valait 4 500 $, le casque valait 1 500. Ça fait que c'était pas le commun des mortels qui utilisait ça. Non. Fait que, mais YouTube... C'était pas accessible. C'était pas accessible, mais YouTube commençait à accepter la vidéo 360. Fait qu'on a fait des tests avec ça. On est rentré dans ça tranquillement avec des caméras comme ça. Puis aujourd'hui, la technologie s'améliore, puis ça se démocratise aussi dans la façon de le projeter. Avant, c'était tout flou. Ouais. Aujourd'hui, c'était flou, c'était mal collé. La caméra que tu as en arrière de toi, c'est du 5.7? Non, ça, ça filme jusqu'à 12K. OK. En ce qu'on appelle monoscopie, c'est-à-dire que c'est pas du 3D si je fais 12K. Okay. Et si je veux voir en 3 dimensions, ça va filmer jusqu'à c'est 10K. 10K en 3 dimensions. C'est ça, là, on est ailleurs. Oui, c'est ça. Puis là, dans ton casque, tu vois la différence, c'est pas flou. C'est pas comme si en fait, pas tes lunettes. la caméra est plus puissante que les casques sont capables de gérer maintenant. Ça fait que les casques ne vont pas voir en 10K, sauf ceux les Vision Pro de Apple. Peuvent voir en 180, 360. C'est pas beaucoup d'applications qui sont capables de le faire, de le projeter encore, là, mais sont capables de prendre plus la qualité native de la caméra. À travers ces casques-là, mais encore là, le casque vaut 5 000 mais ça commence cher, ça va se démocratiser éventuellement. Exact. Ouais. Comme les casques avant, aujourd'hui, sont rendus abordables. Aujourd'hui, on en a pour 400 $ un casque complètement autonome. Ce qui valait 6 000 $ pour connecter un ordinateur, aujourd'hui, 400 $ complètement autonome. Fait que ça évolue, puis il y en a des millions à travers le monde. Exact. Mais c'est un beau service que vous avez développé. Puis tu parlais de Google Street View, justement. Eux faisaient les rues. Oui. Puis là, toi, tu t'es dit, on va faire ça dans les entreprises. Oui. En fait... Était où la vision de ça? En fait, on avait développé notre propre plateforme. On pouvait intégrer ces images-là parce qu'on dans le temps, ça prenait une accréditation Google Street pour pouvoir publier des images 360 des entreprises. Fait qu'on avait ces accréditations-là pour transférer ça là-dedans. Mais on avait aussi développé une plateforme plus axée sur les services qu'une municipalité a et ses attraits touristiques. Si j'étais un futur
immigrant ou quelqu'un qui vient m'installer dans une région, qu'est-ce qu'il y a à voir et à faire, c'est quoi les services. Mais vraiment, là, on avait développé une plateforme qui nous permettait de naviguer par un menu à travers les services, puis d'aller voir dans chacune J'avais des vu le entreprises. cégep de Thetford, je pense. Entre autres. T'es capable de te promener dans le aérien, tu sais, du stade de football, puis tout ça. On pouvait se promener partout. Fait que ça, c'était la plateforme que vous aviez développée à l'époque. Oui, en fait, chaque entreprise avait leur propre plateforme, ce qui permettait de faire la publicité de leurs affaires sans être noyé à travers toutes les choses. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on connectait chacune des plateformes entre elles. Ça veut dire que si j'étais au cégep, je pouvais, d'une vue aérienne, voir le Carrefour Frontenac. Fait que je pouvais voir d'un point, je fais cliquer, tomber dans la plateforme du Carrefour. Puis le Carrefour, lui, s'il voulait partager sur ses réseaux sociaux, sur son site web, bien, il partageait juste sa partie. Mais le fait de connecter les autres, tout le monde profitait de l'interaction localement des autres services. Puis ça a été une plateforme que vous avez développée ou ça se faisait, puis là, vous l'avez comme acheté? Non, en fait, c'est des logiciels qu'on achète pour faire des visites virtuelles. Mais après ça, nous on a vraiment créé des pages web où on pouvait présenter toutes les entreprises aussi. Il y avait plusieurs façons d'y arriver, là. Puis ça, c'était propulsé aussi par la SDE. Ça l'a encore, d'ailleurs. Tourisme région de Thetford, la région de Mégantic. Ça, on pourrait mettre de l'énergie à l'infini là-dessus. Là. Il y a encore un potentiel aussi, ce côté-là. Ben oui, comme dans tout. Là, avant, c'était des petits points. Là, ils sont rendus full proches, les points de 360. Avant, c'était plus distancé. Tu peux te promener facilement dans un environnement comme si tu étais dedans. Oui. Puis c'est ça. Et on ne se le cachera pas, notre plateforme n'est pas aussi populaire que Google Street View non plus. Fait que ces images-là s'en allaient là-dedans aussi. Puis ça accumule des millions de vues. Là. Fait que c'est bon pour les entreprises. Ouais. Puis ça, dans le fond, pour rentrer dans les entreprises, toi, tu t'es dit, c'est ça qu'on va faire. Ça se faisait-tu dans le marché à ce moment-là ou tu étais avant-gardiste là-dessus? Encore là, on était d'un premier à sortir ça. Et puis même, on était allé s'équiper de drones. Puis les drones qu'on avait, c'était les premiers drones au Canada. Je pense qu'on était dans les 5 premiers au Québec à avoir des drones. Là. Il était fabriqué à Toronto, il fallait aller chercher à Toronto. On les payait 15 000 le drone, puis ça vaut pas un drone de 800 aujourd'hui. Ouais. Puis après un mois, j'ai perdu dans le fond du Saint-Laurent. Fait que j'ai perdu 15 000 d'un coup dans le fond du Saint-Laurent. Mais on en a racheté d'autres. On a avancé parce qu'on a vu le potentiel. Fait que ça nous permettait de créer l'effet wow, de faire des photos 360 des airs, de voir la municipalité, puis après ça, de connecter les différents intervenants. Fait que là, le drone a toujours joué une partie importante dans nos images. Un pilote avancé. Ouais. Y a-tu des projets qui t'ont été plus marquants dans ton passé avant de rentrer justement dans tes expériences plus immersives avec ta grosse caméra? Y a-tu des moments où tu t'es dit ça, c'était un beau projet, je suis content de l'avoir eu dans toute ta carrière? Oui, il y a des beaux projets qu'on est fiers de décrocher. Là. Il m'en revient un à l'esprit, un des principaux projets que j'avais aimé, c'était avec Air Transat avant la pandémie. Okay. Là, on est dans la vidéo 360, là, où on devait aller filmer des hôtels 5 étoiles dans le coin de Cancun, Puerto Vallarta. Fait qu'on est parti, on est allé filmer ça pendant plusieurs mois. J'ai amené la famille. Il faut dire qu'on faisait, quand je dis on, c'est ma blonde. Ouais. Dans ce cas-ci, faisait l'école à la maison. Ça, c'est un choix de familial qu'on a fait. Peut-être qu'on y arrivera plus tard j'avais ça comme question. Comme question. Fait qu'on a amené toute la famille au Mexique. Puis je filmais les hôtels 5 étoiles, mais on avait loué comme un condo. Et les enfants, pas bouger les enfants à tous les 4-5 jours. Oui. Fait que, puis quand j'étais capable, je les amenais. Ils passaient quelques jours avec moi à l'hôtel, tout inclus. Puis je filmais des hôtels comme ça. Et ça, c'est arrivé juste avant la pandémie. J'étais là-bas quand la pandémie a frappé.
Puis on a été obligé de tout arrêter. Puis l'industrie du voyage n'a pas connu ses meilleurs Non, jours c'est après. ça. Hein. Fait que, Mais quand tu t'es fait appeler pour ce projet-là, tu t'es-tu dit, genre, je me pique, genre, c'est Air Transat qui m'appelle, j'étais à tête ferme. Tu sais, je veux dire, t'es pas à Montréal, ouais. parce que Non, c'est ça. la chance, tu sais, qui te croise ou un représentant, tu sais. Ouais. C'est la beauté de faire quelque chose que très peu de monde font, ça nous plaçait. Il y avait pas d'autres vraiment personne au Québec qui avait ces équipements-là. Fait que on a été appelé comme ça. Mais des fois, c'est... Avant d'en arriver là, en fait, on fait notre chance dans la vie. J'avais un contact chez Sunwing avant ça. Puis j'ai parlé au directeur, puis il dit oui, c'est intéressant, tout ça. J'ai dit, regarde, je fais une affaire avec toi, je me rends là-bas, je te fais une démo, puis on revient avec ça. Il dit, parfait, il dit, j'irai à tel hôtel, tout ça. Et quand on s'est déplacé là-bas au Mexique, là, je le prenais tout sur moi. Quand on s'est déplacé là-bas au Mexique, j'avais plus de contact avec lui. J'avais plus personne au bout du téléphone, ça répondait plus. Il avait démissionné entre-temps. Fait que là, on s'est ramassé là-bas au Mexique avec la famille, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais cogner. J'avais même pas le contact avec l'hôtel. Tu sais, ça tout devait se faire entre-temps. Puis quand je suis arrivé là-bas, écoute, j'ai vendu ma salade au gars de l'hôtel. Je te fais ça. En échange, regarde, permets-moi à la famille de pouvoir profiter pendant une semaine de ton hôtel. Puis c'est parfait. Il a vu le produit, il a aimé ça. Fait qu'on a fait un exemple. Puis, on n'est pas arrivé les bras vides non plus. Ça nous a permis... On n'a pas pu conclure quelque chose à ce moment-là, mais j'avais quand même quelque chose de plus dans mon portfolio. Mais tu avais quand même la volonté de vouloir le faire. Tu avais pu dire, écoute, on retourne à la maison. Oui, c'est ça. Profiter du moment que tu es là. C'est souvent, en fait, presque dans tous mes projets, ça a commencé comme ça, par je prends le risque et ça t'engage à rien. Puis c'est du donnant-donnant, mais à un moment donné, c'est sûr, tu ne fais pas ça sur le long terme. À un moment donné, tu accumules, tu as de quoi montrer, tu as fait ta preuve. Puis là, ben, tu peux avancer. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est un peu plus concrétisé avec Transat. Fait que ça, c'est un des beaux projets qu'on a eu. Et puis, ben là, si je tombe un petit peu plus récemment avec Hyundai Canada, en fait, on a développé des conférences voyage avec la réalité virtuelle. On évolue dans les projets. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs, mais ça fait quand même 15 ans. Et là, ce qu'on fait le plus présentement, bien, on fait de la réalité virtuelle pour le domaine touristique. On a des contrats avec Bonjour Québec, où on s'est promené à travers le Québec, tout le Québec maritime, la Gaspésie, Côte-Nord, où on filme les attraits touristiques. Et ce que ça permet à Bonjour Québec, et ça, je fais ça avec une collaboration avec une autre entreprise de Montréal qui s'appelle Hopin. Eux ont développé une interface où, quand on met le casque, on est dans la vidéo 360, mais on se voit en avatar, on se voit en bonhomme, puis on peut pointer les choses, puis parler de ce qu'on voit. Ce que ça permet de faire, c'est de vendre la destination du Québec aux grossistes en Europe, par exemple, ou aux États-Unis. Fait que les grossistes mettent le casque à la tête. Okay. L'intervenant touristique met le casque à la tête, puis ils vendent la destination, ils se voient en avatar. Ils n'ont pas besoin d'être un à côté de l'autre. Ils peuvent être à distance tant que les deux ont un casque. Ça permet de vendre la destination comme ça. Puis il y a plein de beaux projets qui s'en viennent aussi de ce côté-là. Mais, et ça, ben, on a des contrats comme ça avec Bonjour Québec. Et ce que j'aime, vous l'avez deviné, c'est de voyager. Et quand la pandémie a frappé au Mexique... Oui, t'étais là. Ouais. J'étais là. Il a fallu revenir avec tous les enfants, ma blonde dans le camion, parce que les avions se remplissaient. C'était le bordel. Moi, j'étais descendu en camion seul. Ma blonde était descendue avec les enfants par avion. Et puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reviens en camion seul? Puis là, on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver avec les frontières. Il allait-tu fermer? Est-ce que j'allais être arrêté à la frontière mexicaine-américaine? Est-ce que ma blonde aurait été capable de prendre l'avion? Si on se séparait, on ne savait pas comment on allait se ramasser. On s'est dit, tout le monde, on l'embarque ensemble. On vient, on a fait, je pense, 6000 km en une semaine avec les enfants dans le camion, puis avec la pandémie en montant. fait que on a fait ça, puis là, on s'est rendu au Québec, comme plusieurs. On a été tous affectés par ça. On s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fait que de là est venue l'idée, on s'est dit... On ajoute des casques, on donne des conférences de voyage. Parce qu'ils ont réouvert après un an, là, ils ont réouvert les frontières interprovinciales.
Fait qu'on est parti dans l'Ouest canadien. Là, c'est pas un contrat qu'on a eu, c'est vraiment une initiative personnelle. J'y en arrive, là. Mais on est parti dans l'Ouest canadien, on a filmé les Rocheuses canadiennes en réalité virtuelle. On a acheté une trentaine de casques VR. Puis depuis ce temps-là, on donne des conférences voyage. Et la destination, 2 ans plus tard, on est allé... je suis parti seul en Arizona et en Utah, en Arizona, pour filmer le Grand Canyon, filmer le Parc national de Zion, Arches. Et je suis parti là en véhicule électrique. J'y arrive à mon autre contrat. Je suis parti là en véhicule électrique, 100% électrique. Et je me suis rendu après ça jusqu'à Puerto Vallarta, où je suis retourné rejoindre ma blonde avec les enfants qui est venue par avion pour profiter pendant 2-3 mois là-bas. Et quand j'ai publié ça sur les réseaux sociaux, comme de quoi j'avais fait le road trip en véhicule électrique, Hyundai a vu ça. Puis ils se sont dit, là, un bel exemple qu'on peut faire des grandes distances en véhicule électrique. Ça ne sert pas juste à faire son épicerie à la maison. Fait que ça nous a amené avec d'autres contrats avec Hyundai. Comme en fin de semaine, je pars pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, pour donner des conférences sur ce qu'on a fait comme road trip. On amène nos casques VR, puis on monte ça. Puis on a d'autres beaux gros projets qui s'en viennent avec eux autres que je ne peux pas parler tout de suite. Juste titiller. Tout ça t'amène à tout ton parcours de toutes tes expériences t'amènent à aujourd'hui. Tu fais une comparaison à tout ce qui s'est passé avant, puis aujourd'hui, tu te dis, wow, c'est ça. Puis ça colle avec la vision. C'est pas toujours facile encore là. Ça colle avec la vision de nos valeurs. Caroline puis moi, ça a toujours été la liberté. Ça nous a amené à faire des choix, de dire, il y a bien des choses qu'on pourrait faire autrement si on avait des employés. Mais ça va un petit peu à l'encontre de notre liberté parce qu'on a des obligations après ça. Fait que c'est ça. Ces avancées-là collent à qui nous sommes. Et, et là, on vit toutes des... C'est jamais... On n'est pas la personne qu'on est au début et qu'on est maintenant. On évolue, puis où est-ce qu'on va être dans quelques années, je ne sais pas. Peut-être qu'on va faire autre chose, peut-être que... Les enfants ne seront plus là. Les enfants ne seront plus là. C'est ça. Puis là, les jeunes faisaient l'école à la maison. Maintenant, ils sont rentrés dans le programme public. Fait que déjà là, ça vient de mettre un peu plus un frein. Hein. Ils sont rendus plus à l'adolescence. Fait que, plus autonome. Plus autonome, mais c'est ça. Mais tout est beau là-dessus. Je veux juste revenir un peu. Tu disais que tu es descendu en camion au Mexique pour faire ton mandat avec Air Transat. Oui. Et ça, il y a un mélange, en fait, parce qu'Air Transat nous a donné certains hôtels, surtout du côté de Cancun. Mais nous autres, on voulait amener la chose plus loin encore. Fait qu'on s'est dit, on descend là-bas, puis on va cogner à des portes d'hôtels, puis on essaie de décrocher des contrats avec eux autres. Fait que tu voulais être mobile, c'est pour ça que tu as pris ton véhicule. Mettons, est où la différence monétaire de descendre avec ton camion, de tout faire ce kilométrage-là, versus comme prendre l'avion puis te louer un véhicule pour... il n'y avait aucun avantage monétaire. OK. En fait, c'était plus l'autonomie que ça nous permettait de faire. C'est parce que moi, je voulais aller plus loin que ce que le mandat de Transat nous donnait, parce qu'on voulait aller chercher d'autres hôtels. Puis on le voyait, ça, ce projet-là, de dire, tu t'en vas dans une agence de voyage, tu mets ton casque à la tête, puis tu vois l'hôtel. Ben oui. Écoute, une compréhension de l'espace, puis je persiste que c'est encore un excellent outil pour le tourisme. Tu vois, je pars dans 2 jours, puis tu sais, si j'avais été capable de faire ça, cette expérience-là, je veux dire, moi qui aime la technologie, puis tout ça, ou que ce soit moi autonome chez nous, tu sais, sur leur plateforme, de juste... Expedia, c'est sûr que je l'aurais fait. Là. Puis pour nous, on voyait les agences de voyage doivent se battre beaucoup avec les grands du web, là, comme Expedia, comme on disait, Booking et ces choses-là. Et ce qu'on voyait, c'est que là, vous offrez une expérience à votre client. Quand ils viennent vous voir, vous leur donnez une expérience. Vous leur faites vivre quelque chose, ils vont s'en rappeler. Ça vient vous démarquer de ce qu'il y a sur le web. Fait que on croyait vraiment à ça. Mais tu sais, tu dis agence voyage. Oui. Mais tu sais, en réalité, eux, ils utilisent Transat, Sunwing de ce monde. Oui, il y a des agences Transat. C'est ça. OK. Transat ont leurs propres agences de voyage aussi. Ils sont en ligne parce également. que quelqu'un d'indépendant, il ne te ferait pas monter à l'hôtel pour avoir ces images puis que toi, tu es refait
Mais pour quelqu'un d'autre, puis Non, là, tu c'est les as ça. comme en double, mais dans le fond, c'est les mêmes photos. Là, tu sais. Mais en fait, c'est ce qu'on peut faire d'un projet comme ça, c'est de dire l'hôtel, on filme ton hôtel, et puis quand tu vas en agence de voyage, ton même hôtel que tu as filmé, tu peux le vendre à. Il y a des agences de voyage partout à travers le monde qui vendent C'est ça. ces, Ou t'as une licence. tu peux vendre une licence. C'est soit l'hôtel te paye, soit tu vends une licence de ton projet à travers le monde. Ben oui, ben oui. Fait que c'est Il y a tout plein des- de- plein d'options. Il y a plein d'options. C'est de trouver la bonne formule. Ouais, ouais. Puis il faut aussi être conscient que si t'es juste deux à filmer tout ça, t'en reviendras jamais à bout non plus. Fait que tu peux pas faire tous les hôtels. Fait que ça peut devenir plus gros que juste soi-même. Là. Ok. Vraiment, ouais. Fait que descendre en camion, c'était la meilleure façon pour avoir votre liberté, comme Ouais. toi tu disais. Puis ta famille, elle vient juste pour justement profiter du moment, mais pour aussi t'aider dans le projet. Ben, c'est sûr que c'est pas mes enfants qui vont m'aider dans Non, le projet, mais ta blonde c'est est ça, là, c'est- c'est- ma blonde est là, puis tu sais, partir 3 mois sans la famille, ça C'est autre serait chose, lourd hein. un petit peu. Là. Et puis, mais c'est parce qu'on aime voyager. C'était pas juste pour le travail, c'est que ça nous permettait d'explorer aussi le Mexique, puis d'avoir notre propre voiture quand tu veux faire l'épicerie, oui. ces choses-là aussi. Là. Fait que, puis j'aime faire la route. Moi, c'est pas un problème. Je peux faire des milliers de kilomètres. Je m'épuise. Je me fatiguerai pas vraiment de ça. Là. Ouais. Ah. Ouais. Puis là, c'était pour faire justement, aller pousser les agences de voyage. Ouais. C'était la stratégie quand vous êtes descendu. Ouais, Puis ouais. là, il y a eu la COVID. Ouais. Puis là, vous avez flippé un peu l'entreprise dans le principe de acheter des casques. Ouais. Une bonne quantité de casques, là, on va se le dire. Ouais, là. on a commencé, de mémoire, on a commencé avec une quinzaine. On a monté à une trentaine. Là, on en a une 45 environ présentement. là. Ouais. Fait que là, juste pour ceux qui nous écoutent, dans le fond, Ouais. le casque, c'est que tu mets ça sur la tête, puis c'est comme si tu étais Oui. dans l'endroit. Ils peuvent ils peuvent pas marcher, mais ils peuvent se tourner la Ouais. tête pour voir en haut, en bas, gauche, droite. En toutes les En directions. arrière. En 3 dimensions, En en trois. toutes les directions, ouais. Fait Exact. que ça leur permettait de vivre l'expérience. Ouais. Puis là, en achetant ça, tu t'es dit, bon, je m'en vais justement Dans l'Ouest américain. en l'Ouest pour créer ta propre. une de tes premières expériences, Ouais. sûrement de façon autonome. Ouais. Puis aujourd'hui, cette expérience-là que tu es allé filmer, Ouais. tu la roules encore, là? Oui, je la roule. Ça fait combien? Ça fait 4 ans? Celle-là, on 5 l'a ans? fait la pandémie, au 2021, je pense. OK. On est en 2025. Fait que ça fait 4 ans qu'elle roule, mais là, on a fait l'Ouest américain après. Fait que c'est une deuxième expérience. Et là, je reviens tout juste avant les fêtes, au mois de novembre et décembre. J'étais sur l'île de Madère au Portugal, où je créais la troisième expérience immersive. Là, je suis en montage de cette troisième expérience-là. Fait que l'idée, en fait, pour nous, ensuite de ça, c'est de développer un réseau de distribution pour la conférence. C'est des conférences qu'on donne dans les bibliothèques, les centres culturels, principalement, ça va dans les écoles aussi. Notre défi après ça, c'est de développer notre réseau où on va présenter ça, parce que ces gens-là, ces entreprises-là, ces organismes-là, nous font revenir à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Même des fois, ça fait 2 et 3 fois que je présente le même contenu dans une même bibliothèque. Ouais, Parce ouais. que ça pogne bien. Puis quand on arrive avec une nouvelle expérience, ben, on a toutes ces places-là où on retourne avec. Fait que c'est de partir de la machine, mais après ça, Exact. ça nous permet de vivre du voyage, d'aller diffuser ça après au grand public. Là. Puis là, si on fait un comparatif un peu de ta première expérience que tu as filmée, tu as filmé ça avec. Pas avec ta Pas caméra celle-là, derrière. c'est sur le même principe, plus petite. OK. là. Oui. Celle-là, elle a 8 lentilles, l'autre en a 6. OK. Elle Oui. est plus petite, mais c'est quand même une bonne caméra. Mais La deuxième, elle, c'était. La deuxième, c'était celle qu'on Celle-là. a derrière nous. Et la troisième, c'est différent. On le fait en 180 degrés au lieu de 360. On n'est pas dans une immersion complète comme ça, mais ça nous permet d'aller plus loin en termes de résolution. La qualité. La qualité de ce qu'on voit, parce que le casque a une capacité limitée à gérer une vidéo. Et ben là, si on coupe de moitié la vision, on double la résolution. Et c'est une expérience aussi qu'on fait de notre part aussi comme producteur un peu plus. Ça nous permet aussi de faire des mouvements. J'ai pas besoin de me cacher parce qu'en 360, je peux pas vraiment utiliser d'éclairage. En tout cas, du moins, c'est beaucoup plus compliqué. Je peux pas approcher autant les éléments de la caméra parce que si vous regardez, il y a plusieurs lentilles, plusieurs capteurs. Et si je vais trop proche de la caméra,
ben, je vais avoir des problèmes pour coller mes images. Tandis qu'avec la caméra 180, c'est sur un même capteur. C'est une lentille qui voit un œil gauche et un œil droit. Et il n'y a pas de collage d'images parce que c'est un même capteur. Donc, je peux m'approcher beaucoup plus des éléments. Je n'ai pas besoin de me cacher. Dans un contexte où on va filmer, par exemple, plus des choses culturelles, un marché, de la nourriture, ben là, on peut approcher vraiment les... Ça nous permet une créativité différente qu'on ne peut pas faire avec la 360. Fait que c'est un autre médium, si on veut. Qui, en bout de ligne, quand tu y penses, quand tu es assis, tu regardes en avant, tu regardes pas en arrière. Fait que, tu sais, c'est une opportunité d'avoir ces îles-là, ils sont magiques. Là. J'ai vu tout suivi ça sur Facebook. Ouais. Ben, tu sais, ça te permet d'avoir la qualité et non d'aller... Tu es allé filmer, mais que c'est flou un peu. Tu sais, tes premiers jobs sont plus flous que ce qui est aujourd'hui. La technologie a évolué, tu sais. Ouais. Fait que t'es allé chercher sur le dernier cri, dans le fond, la technologie pour ce projet-là. Oui, c'est ça. Écoute, il existe toujours des caméras plus élevées. Il y a des caméras qui se vendent 100 000 canadiens. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut trouver une rentabilité à tout ça, ces projets-là aussi. Fait que, oui, c'est ça. On évolue, puis on cherche à créer des choses différentes. Puis tu trouves-tu qu'avec toute cette évolution-là de technologie, ça rend ton métier plus simple ou plus compliqué parce que le data, il y a plusieurs facteurs? Oui. Ben, ça le rend plus passionnant parce que les choses évoluent. Ça le rend plus dispendieux parce que tu dois suivre l'évolution. Tu sais, c'est quoi, hein, quand tu achètes une caméra, 6 mois après, elle est désuète. Si tu suis la tendance toujours. Si tu suis des YouTubers aussi qui travaillent dans le domaine, ils vont te faire dépenser beaucoup de sous. Il y a un moment donné où tu dois te dire OK, est-ce que ça vaut la peine vraiment que j'aille là? Parce que toujours suivre ces technologies-là coûte cher. Fait que l'évolution, dans notre cas, nous améliore beaucoup les choses parce que j'aurais pas pu faire ça il y a quelques années. On recule de juste il y a 5-6 ans. Si les casques n'étaient pas démocratisés comme c'est là, maintenant, on peut avoir un casque VR pour 400 $ comme je disais tout à l'heure. Bien, si les casques sont encore à 1000, 1200 $, on ne pourrait pas arriver dans des bibliothèques puis offrir ça à 30-40 personnes. Non, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça nous ouvre des marchés. Puis le fait que les gens en possèdent de plus en plus des casques, bien, les entreprises s'intéressent aussi plus à ça comme médium. Fait qu'ils veulent créer des expériences pour leurs propres entreprises. Parce que j'en fais pour le tourisme, mais je peux en faire très bien pour une entreprise manufacturière aussi, là, pour montrer les procédés. Ça peut être pour la formation. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut filmer une chaîne de production sans que la personne puisse se former sans arrêter la chaîne. Fait que il y a toutes sortes d'applications, même qu'on travaille. On a travaillé aussi avec l'Université de Sherbrooke. Pour des personnes qui ont des difficultés à marcher, qui ont des douleurs chroniques et qui doivent réapprendre à marcher en mettant le casque sur la tête. Nous, on a filmé en marchant tranquillement. On ne peut pas marcher rapidement parce que ça donne mal au cœur aux gens si on fait ça. Mais en marchant tranquillement, en faisant des mouvements de pas, en ajoutant les mouvements de pas, quand la personne met le casque sur la tête, elle a l'impression, elle, de marcher. Puis... Et puis, ils se rendent compte qu'il y a des signaux qui repassent plus fort au niveau du système nerveux pour aider à la réhabilitation. Fait que là, ça, c'est pas mon domaine, cette partie-là. Je n'irai pas trop en profondeur là-dessus, mais il y a des côtés au niveau réadaptation aussi. Puis, ça m'amène aussi à penser à un autre projet où on est content, on est heureux, puis qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, c'est que les casques de réalité virtuelle sont rendus dans tous les CHSLD de Chaudière-Appalaches maintenant. Parce que ça permet aux gens à mobilité réduite de découvrir sortir des 4 murs, découvrir des endroits. Fait que, briser un peu l'isolement. L'isolement, c'est ça, c'est ça, de se sentir ailleurs. Parce que c'est sûr que dans un monde idéal, tu prends ces personnes-là et tu les sors dehors pour vrai. Avec des gens pour vrai et tout. Là. Mais des fois, c'est pas possible. Puis ça permet à ces gens-là d'avoir l'impression de sortir. Puis on a fait des tests sur des personnes qui faisaient de l'Alzheimer, qui ont travaillé dans les mines ici. Puis on leur a mis une vidéo qu'on a filmée dans les mines, qu'on peut voir au Musée minéraux aujourd'hui. Et les souvenirs que cette personne-là allait rechercher avec la précision, c'était fou. Fait que ça vient vraiment stimuler
plusieurs facettes du cerveau. Là. Ouais. Ouais. Ben, je me rappelle, on avait filmé justement un projet qui était connexe avec le tien pour le musée, justement. Ouais. Puis, tu sais, tu regardes les travailleurs des mines qui s'en vont dans un musée de mines, ils ont des souvenirs qui rallument. Ouais. Après ça, une réalité, justement, tu l'as filmé avec ta 180. Ouais. Ce que tu descends dans le pit de mine, puis que tu vis des explosions. Ben, peut-être pas l'explosion, mais tu sais, les camions qui passent, puis tu sais, le bruit, puis tout ça. Ouais. Tu sais, ça rappelle des souvenirs. Ouais. Des fois, ça peut être mauvais, mais tu sais, quand il met le casque, il le sait. Ouais. Probablement que s'il est là, si c'est un mauvais souvenir, il ne le mettra pas. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis ça permet de donner accès à des endroits qu'on n'aurait pas accès. Ça en a un bel exemple. Quand est-ce qu'on peut descendre dans une mine en action à 1 kilomètre sous terre? Ben, c'est assez restreint comme site. Et quand on a toutes ces permissions-là, ben, on est capable de prendre ces images-là puis d'amener les gens par la réalité virtuelle dans des endroits qui n'auront pas accès. C'est pareil quand on fait nos voyages puis qu'on met ça sur la tête des gens. Il y a beaucoup de gens, on a des gens qui ont 80 ans qui vont faire l'expérience, qui n'auront plus accès au sommet de ces montagnes-là, là. Même s'ils ont le bon vouloir. Ou des fois, c'est une question monétaire aussi. Ben, au moins, ils ont un sentiment d'être plus sur les lieux puis de vivre une expérience. C'est pas rare de voir des gens qui enlèvent le casque puis je vois les larmes aux yeux. L'expérience, sortant de ces expériences-là, il n'y a pas de mots, c'est que de la musique, des bruits. Mais on est capable de téléporter les gens complètement ailleurs. Hein. Ben moi puis Pascal, on l'avait fait quand tu avais fait un événement d'un client commun. Puis on n'avait jamais mis un casque nécessairement. Ben, j'avais peut-être même mis un casque dans ma vie, mais. Pour des jeux. Ouais, c'est ça. Mais pour vivre une expérience, c'est quand tu m'as mis ça sur la tête, j'ai comme fait, wow, OK. On fait de la vidéo dans la vie, là. On envoie des affaires. Mais l'expérience de tout ça, j'ai comme fait, wow, OK. Je suis dans l'Ouest canadien, je suis jamais allé, mais je suis vraiment là, je regarde en bas, puis je vois les roches, des images de drones, tu sais, c'est comme, wow. Ben, c'est ça. Puis chaque médium, quand je pense à ce que vous faites, moi, si je prends une vidéo 360, je mets ça sur YouTube, Facebook. C'est pas le meilleur des médiums, honnêtement. Pour créer l'émotion, c'est pas la meilleure façon. Ça a moins de vues aussi. Ça a moins de vues. Dans les Facebook, YouTube vont moins pousser ce genre de vidéos-là. Mais on peut créer l'émotion beaucoup plus fort avec des images comme vous faites pour ces réseaux-là. Fait que chaque médium, il faut qu'il soit utilisé intelligemment pour ce qu'il a à accomplir. Là. Fait que c'est une façon de l'utiliser, évidemment. Parfait. Écoute, je serais rendu à te parler justement de la vie. Tu as quand même une vie qui est quand même nomade. Tu es toujours parti. Ben, tu es souvent parti, pas toujours, mais c'est souvent quand on avec a la voyages. Chance. Quand les possibilités sont là. Puis là, j'avais dans mes recherches, vous avez exploré 21 pays. Ça se peut-tu? Oui. Ben ça, c'est, comme je dis souvent à ma blonde, dans le temps où on était heureux, avant d'avoir les enfants. Blague à part. Je suis peut-être rendu à 25 pays depuis le temps. Okay. Mais beaucoup avant d'avoir les enfants, on a beaucoup voyagé sac à dos. Caroline et moi, on a fait toute l'Europe, comme je dis, la Malaisie, Thaïlande, du Yukon au Panama, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. Puis on a travaillé, on a fait de la coopération internationale dans des projets comme au Guatemala. On a travaillé au Burkina Faso dans des associations agricoles. On a fait toutes sortes de projets de même. On a travaillé dans l'Ouest canadien, à planter des arbres, de la prospection pétrolière, comme secouriste. On a vécu toutes sortes d'aventures. Puis Caroline et moi, ça fait 26 ans qu'on est ensemble. On s'est connus. Moi, j'avais 18 ans. Elle avait 17. Fait qu'on a évolué ensemble dans la vie. Ce qui fait qu'on a adhéré aux mêmes valeurs aussi, parce qu'on a évolué. Moi, avant de connaître elle, j'étais même parti sur le pouce jusqu'à Houston, au Texas, un coup de tête, sans avertir personne. Faites pas ça aux parents. J'espère juste que mes enfants me feront pas. C'est ça. C'est ça que je l'ai fait à mes enfants. Si jamais ils le faisaient, je serais obligé de comprendre. Là, mais ça m'enlèverait pas l'inquiétude. Là. Mais ça a été comme... Mon premier voyage, en fait, était de pouvoir traverser le Canada à vélo. Puis j'étais parti, je devais faire 6000 km avec mes bagages seuls.
Puis j'ai tout abandonné au Grand Lac en Ontario après, après 800 km. Mais j'ai eu la piqûre pareil à ce moment-là. Puis je me suis rendu à Vancouver. Puis après ça, je suis parti, comme je disais, je suis parti sur le pouce. Puis après ça, j'ai fait la rencontre de Caroline. Ça nous a amené sur les 5 continents à voyager comme ça. C'est là la passion. Puis là, ben, comme tu dis, avec votre rythme de vie et tout ça, le Mexique, l'école à la maison, ça s'est concrétisé plus autour de vers quelle année? Ben, on a jusqu'à... les enfants avaient toujours fait l'école à la maison. Ils n'avaient jamais rentré dans le système public. OK. Jusqu'à il y a, que je ne me trompe pas, j'en ai une qui est rentrée plus tôt. Elle fait sa 3e année. C'est sa 3e année dans le système. Elle est rendue au secondaire 1. J'ai 3 enfants, en fait. Là. J'en ai un de 15 ans, 12 ans et faut pas que je me trompe parce qu'il faut me leur dire, et 10 ans. Ben, c'est ça, ils ont tous fait leur école primaire, pas mal toutes là, à la maison parce que justement, ça nous permettait de voyager. Ouais. C'est un bon mandat. Caroline a le cerveau pour faire ce genre d'entreprendre ça. Puis elle aime tout ce qui est apprentissage côté... fait que ça l'a passionné. Puis ben là, il vient un temps où les jeunes deviennent adolescents. Le sentiment d'appartenance est là aussi. Il faut respecter ça. Fait que ils sont allés à l'école publique. Et pour ceux qui pensent que le fait d'être comme ça à l'école à la maison, ben est-ce que ça ne rend pas les enfants antisociaux et tout? Vraiment pas. On était une maison des jeunes, moi, je dirais. Là, après, quand l'école finissait publique, il y avait beaucoup de jeunes qui se ramassaient chez nous. Puis ça fait des jeunes aussi qui sont capables de parler à toutes les tranches d'âge, qui ne seront pas concentrés sur la même année qu'eux. Fait que puis c'est ça, ça permettait de respecter leur rythme à eux. Il y a toutes sortes d'avantages, évidemment. Mais c'est ça. Fait que, avec leur désir à eux de voir l'école publique, ben, c'est sûr que ça ralentit le voyage, on ne se le cachera pas. Moi, j'ai continué à voyager un peu quand même, mais sans Caroline. Puis là, c'est de trouver cet équilibre-là. C'est là notre défi actuel, présentement. C'est de trouver cet équilibre-là dans... c'est beau, je pars, là, mais elle reste 3 semaines, 1 mois à la maison avec les enfants. C'est pour ça, là, je suis allé sur l'île de Madère, on est tous partis après ça. Je suis resté 4 jours à la maison, puis on est reparti en Floride, toute la famille ensemble, pour compenser un petit peu. Pas tant compensé, il n'a pas fait assez chaud, selon moi. Moi, ça va, j'avais eu ma dose, mais pour Caroline, ça manque encore. Fait que on est un petit peu dans cette recherche-là d'équilibre. Puis ça, je pense que tous les entrepreneurs peuvent en parler, là. L'équilibre, comment on la trouve quand on est entrepreneur. On peut avoir... C'est éphémère, ça. Hein? On peut juste s'en approcher, puis des fois, on va s'en éloigner, s'en rapprocher, s'éloigner. Fait que là, je dirais, on est un petit peu plus vers là, présentement. On va y revenir. C'est ça. C'est des projets plus de fin de carrière aussi, à un certain point. C'est ça. Il y a ça les aussi. enfants vont être partis. Du moins, on va pouvoir s'en aller, puis ils vont être plus autonomes. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai 45 ans. J'ai commencé l'entreprise, j'avais 30 ans. Puis, c'est ça, hein, on évolue dans l'âge. On est dans des phases différentes. Fait que l'entreprise ne veut pas suivre ces phases-là aussi. Là. Exact. Ouais. Puis là, la technologie, c'est quand même un moteur pour ton entreprise parce que c'est pas un service physique nécessairement. Non. Tu relais beaucoup sur la technologie, l'équipement en tant que tel. Y a-tu quelque chose que tu aurais à pointer sur l'évolution de la technologie dans ton entreprise? Pointer dans le sens de... tu sais, l'achat d'équipement est importante. Oui, c'est ça. Il y a un bon côté à ça. Le fait que si tu es capable d'investir, d'aller chercher des choses que les autres n'ont pas, tu vas chercher une niche qui a très peu. Ça fait que ça t'amène à décrocher des contrats que tu n'aurais pas. Le fait d'avoir un bon équipement peut te permettre aussi d'aller chercher des clients qui ont plus les moyens. Ça fait que ça coûte plus cher à l'achat. Mais ça va te rapporter plus parce que tu es capable d'offrir une qualité supérieure, d'aller chercher des clients plus gros aussi. Tu vas jouer avec des plus gros joueurs.
qui, eux, le budget est moins une limite. Ce qu'il y a de difficile dans nos entreprises respectives, c'est que beaucoup de nos sous s'en vont dans des technologies qui deviennent désuètes. Ouais. Que quand tu revends pas le même prix que tu as payé. Ça n'a pas gagné en valeur comme dans Non, l'immobilier. c'est ça. Ça fait que on peut pas tant dire que c'est des actifs. Là. On est plus dans des passifs que des actifs, quasiment. Fait que c'est le mauvais côté, c'est que on se retrouve quelques années plus tard que si on a tout investi dans la technologie, quand il arrive le temps de vendre ou peu importe, nos actifs n'ont pas tellement le temps à monter. Là. Non, c'est ça. Fait qu'il faut trouver un équilibre aussi, de dire, est-ce que j'investis pas toujours dans la dernière des choses qui sortent, parce que vous allez voir que ça sort peut-être plus vite que votre portefeuille est capable de le prendre. Là. Ouais. Fait qu'il faut en prendre, puis il faut en laisser passer un petit peu avant de refaire un saut. Parce que c'est ça, si on veut retrouver une rentabilité dans tout ça, il faut trouver cet équilibre-là. Ouais. Puis là, tu disais justement, tantôt que ta caméra, justement, que tu as en arrière de toi, tu l'as acheté en 2021, 2022? 22, ouais. Tu sais, c'est un bon investissement. Ouais. C'est de quoi d'unique? Mais en fait, je l'ai trouvé même usagée, cette caméra-là. OK. Fait que j'ai été capable de la trouver usagée aux États-Unis. Ça fait que j'ai pas payé le plein prix, parce que quand même, ça, c'est un équipement qui vaut dans 25 000 là. Fait que j'ai trouvé pas à moitié prix, mais pas loin. Hein. Fait que elle fait le même travail qu'une neuve. Puis j'étais même encore sous garantie. Mais c'est ça m'a amené d'autres contrats. Quand on parlait, c'est quoi les contrats, tu étais content. Tu sais, j'étais allé au Maroc aussi dernièrement avec Tourisme Maroc, où j'étais allé filmer le désert. Pas certain que si j'avais pas eu ces équipements-là, que j'aurais décroché ces contrats-là aussi. Là. Fait que c'est tout rentre en ligne de compte. Là. On a des drones aussi, où on met des caméras sous le drone. On ne met pas cette caméra-là sous... Il y a des drones capables de lever ça, mais là, ça me prend un drone plus gros, une caméra. Là, tu envoies 40 000 pièces dans les airs. Si ça tombe, ça vient de coûter très cher. C'est ça. Est-ce que... Puis là, il n'y a pas tant de clients qui ont les moyens de payer ce que ça vaudrait vraiment d'envoyer ces équipements-là en haut. On est quand même dans la région de Tête-Force. Fait que, tu sais, j'ai des clients... en fait, la plupart de mes clients ne sont pas ici dans la région. Ils sont plus à l'extérieur. Mais n'empêche que c'est quand même... ça pourrait être une autre étape de se démarquer. Mais à cette étape-ci, peut-être plus tard, mais pas maintenant. Ouais. Mais on a développé des drones beaucoup plus petits, comme peut-être que tu utilises toi-même, là, avec des caméras 360 en 8K qu'on va mettre en dessous, beaucoup plus petites, qui ne filmeront pas en 3 dimensions, mais en 2 dimensions. Mais de toute façon, l'effet 3D, on le perd après 21 pieds, à peu près 6-7 mètres. Donc, quand on est dans les airs, l'effet 3D est moins important, tant qu'on a une assez bonne résolution. Puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de prendre des fichiers, réduire les bruits, les granules, ajouter des détails. Fait qu'on est capable d'aller compenser un peu aussi avec ces outils-là. Mais c'est intéressant parce que tu as acheté de quoi qui valait énormément cher au début. C'était un bon guess. Mais tu avais déjà fait tes expériences de 3D. Ouais. J'avais quand même des. T'es pas allé chercher le dernier cri tout de suite au début, puis ne pas savoir comment l'utiliser à son plein potentiel. Tu as fait tes expériences, puis tu as dit, OK, là, je suis rendu à la crème de la crème, j'ai besoin de quelque chose qui vaut la peine. Ouais. Puis là, tu es allé t'équiper. Ouais, c'est ça, parce que on avait l'étude de marché en quelque sorte de fait déjà avant, parce qu'on avait déjà rentré dans le processus. Il y a des moments où on n'a pas eu le choix, un peu comme le drone. Là, quand on a investi en 15 000, le marché, il est-tu là? Dur à dire parce que la technologie n'existait pas vraiment avant. Tu avais les photos aériennes par avion. Mais là, il y a un moment donné où il faut que tu te fies à ton feeling aussi. Les études de marché, on en fait, oui, mais le feeling, est-tu là? Parce que c'est ce feeling-là qui va t'amener à pousser aussi la chose. Hein. Fait que c'est ça. Mais des études de marché, tu t'en fais si tu investis des millions peut-être aussi. Là. Si tu investis 20-30 000 pièces, dépendamment, c'est peut-être moins important. Oui, c'est ça, exact. J'aimerais ça qu'on parle de la dynamique justement de votre équipe, de votre quotidien, toi puis ta blonde. Ouais.
sais, Caroline, elle est très comptabilité, structurée. Ouais. Puis toi, t'es plus sur le terrain et tout ça, technique. T'sais, ça ressemble à quoi la dynamique? Y a-tu un défi que vous avez à tous les jours que vous dites ça, c'est pas facile, mais on est capable de passer par-dessus? Oui, comme dans toutes les coupes. Hein, Ben je oui, pense ben que oui. Ben, je vais en parler parce que les premiers invités que j'ai reçus, c'est Jalina et Jonathan, Ouais. que tu dois connaître, qui travaillaient dans les mines. Ouais. Ils travaillent ensemble, c'est un couple. Ouais. T'sais, ils ont leur stratégie. Ouais. Toi, plus dans le monde du voyage puis tout ça, à quoi ça ressemble? Ben, c'est sûr. Ben, le fait qu'on soit les deux. Il y en a qui disent jamais je me lancerai avec ma conjointe, si vous vous connaissez. Si dans le quotidien, vous agrippez pour des détails, ça va peut-être juste s'amplifier dans le domaine de l'entreprise, là, quand on prend des décisions plus importantes. Mais dans notre cas, nous autres, il y a comme. Quand je suis quelqu'un qui a plein d'idées, Caroline, elle va. La première fois, elle va faire. Ouais. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. À un moment donné, quand ça fait plusieurs fois que je répète la même chose, OK, elle va commencer à le prendre en considération. Et je vais avoir plus tendance à amener les choses un peu plus concrètes pour les faire passer à Caroline. Caroline, à partir de ce moment-là, va avoir plus tendance à embarquer là-dedans. Mais moi, je vais avoir beaucoup la tête dans l'entreprise. Pourquoi j'ai beaucoup la tête dans l'entreprise? Parce qu'elle a, je sais qu'à quelque part, elle a pris plus en charge l'aspect familial. Ça me permet d'avoir beaucoup la tête dans l'entreprise. Mais en même temps, si je débarque complètement de la famille, elle va dire j'ai besoin d'aide. Ben oui. Puis ça se comprend aussi. Mais elle ne peut pas avoir la tête autant que moi dans l'entreprise parce que les enfants, parce que le quotidien aussi. Et quand elle faisait l'école à la maison, imaginez aussi au travers de ça. Ben, exact. Ça se limitait beaucoup à la comptabilité, puis à m'écouter. Ben oui. Parce que tu ne veux pas vivre l'isolement comme entrepreneur non plus. Non. Puis depuis que les enfants là, sont rendus à l'école publique, elle est plus disponible pour au-delà de la comptabilité, évidemment. Ouais. Là. Fait que si elle doit plus répondre aux clients. Ce que là où ça nous a amené aussi, le fait d'avoir plusieurs casques de réalité virtuelle, c'est qu'on en fait la location. C'est-tu populaire ici en région? Ben, on pousse. On a un beau site web où on peut tout réserver en ligne. Présentement, on ne l'a pas tant poussé sur l'individuel. Aussitôt qu'on le pousse, ça pogne. C'est-à-dire que les gens peuvent le louer, l'amener chez eux 48 heures, une semaine, puis il y a plein d'expériences de jeu à l'intérieur. Mais là où on ne s'attendait pas, en fait, que ça prenne, c'est qu'on le loue en batch, en lot, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'événements qui ont besoin de casques VR. Puis encore là, au Québec, on est pas mal d'un seul à en avoir autant. Il y a peut-être une autre entreprise à Montréal, je ne sais pas s'ils en ont autant. Fait qu'on est comme d'un seul au Québec à pouvoir arriver avec 40 casques VR. Puis on a des demandes... comme là, cet après-midi, on va voir les Forces armées canadiennes à Ottawa pour demain. Là, je montre cet après-midi. Demain, on est là avec eux autres, avec la défense, puis on leur fait vivre une expérience où on les met dans la peau de gens qui vivent avec l'autisme. Donc, c'est pas des applications qu'on a développées cette fois-ci. C'est vraiment... On travaille des agences qui distribuent des expériences. Puis vous autres, vous avez le matériel. Ils nous demandent d'être là. On est là comme soutien technique. Puis on arrive avec les casques, puis on s'assure que tout fonctionne. Mais il y a des intervenants qui sont là, qui font leur travail. Nous, on s'occupe de la partie logistique. Puis là où ça fonctionne bien aussi, c'est des fois, les écoles nous font venir, puis on rouvre un grand gymnase, puis on fait des zones de jeu, puis les jeunes viennent, puis ils jouent en mode arcade. Il y a 30 casques, puis ils choisissent les jeux qu'ils veulent. Puis on n'aurait pas pensé aller là, mais il y a une demande, puis ça se gère super bien. Exact. Puis, tu regardes justement plus le jeu, tu as plus la partie psychologique, l'autisme. Ouais. Il y a aussi l'isolation des personnes âgées. C'était plusieurs facettes. Ouais. C'est pas juste le jeu. Moi, au début, c'était juste le jeu. Le monde jouait à des jeux là-dessus. C'est pas juste ça. Il y a d'autres choses, les expériences. Faire voyager les gens qui n'ont pas financièrement l'option de voyager ou bien physiquement, ils n'ont pas l'option. Fait que c'est vraiment cool. Ou quelqu'un veut
préparer son futur voyage, qui a besoin d'inspiration Exact, aussi. Là. exact. Jeune et moins jeune. C'est à quoi que ça ressemble une journée pour toi? Vu que là, on touche à plein de branches, chacun pareil. À quoi ça ressemble une journée pour typique? Ben, faut pas croire qu'on est souvent sorti puis qu'on se promène puis qu'on n'est pas beaucoup à la maison. C'est pas vrai. Il y a des journées, je peux passer des semaines derrière mon ordinateur à faire du post-traitement. Le téléphone ne va pas tout le temps sonner sans qu'on ait rien à faire. C'est pas vrai. C'est pas de même que ça Non. marche. Il faut souvent faire des démarches aussi. Fait que je vais être beaucoup. Moi, j'ai mon bureau chez moi. On travaille depuis la maison. On n'a pas besoin d'avoir pignon sur rue dans ce qu'on fait. Ça fait qu'on tout se fait depuis la maison. J'ai mon bureau à la cave. Caroline a son bureau dans la cuisine. d'un meuble, dans le coin de la cuisine. Puis on travaille là. Caroline, comme je dis, elle fait beaucoup la comptabilité, suivi avec les clients, tout ce qui est location de casque. Puis tout ce qui est réservation. Puis elle m'écoute. Mais si on continue au niveau de la relation, ce qui est le plus dur, c'est on est ensemble toute la journée, on parle de travail, on essaie de couper le soir, ce qui n'est pas évident. Caroline a trouvé quand même un échappatoire, si on veut. J'appelle ça un échappatoire, c'est pas forcément un échappatoire. Une autre passion, là, qui est le taekwondo. Elle a fait du taekwondo 3 soirs semaine. Là. Elle est ceinture noire. Fait qu'elle enseigne beaucoup aussi, puis elle a à cœur le club. Fait qu'elle elle va se déconnecter avec ça. Moi, je vais faire du vélo. Je mets des tailleurs à clous l'hiver, puis je vais faire du vélo de montagne électrique. Ça me fait quand même sortir. Ben oui. Fait que, donc, on est beaucoup ensemble. On essaie de trouver des choses distinctes, qu'on fait chacun nos choses aussi. C'est important de ne pas s'oublier comme individu. On n'a pas assez de ces moments-là, je trouve. Moi, dernièrement, je l'ai eu plus parce que j'ai pu voyager. Mais pour Caroline, je pense que c'est plus difficile parce qu'il y a la famille. En tout cas, là, je vais l'envoyer tout seul en voyage. Elle est allée une fois. Je veux qu'elle reparte tout seul en voyage. Je pars. Ouais, ça me donne des airlousses à moi aussi après. Là. Mais tout le monde en a besoin aussi à quelque part. Oui. Fait que, mais au niveau, quand il arrive le temps de prendre des décisions, tout ça, on s'entend bien sur ces choses-là, sur comment faire les choses. Puis, il y a des fois, j'aimerais ça. Il y a tellement de projets que j'aimerais avancer davantage. Mais parce qu'on n'a pas d'employés, on ne peut pas se rendre là. Ouais. Puis c'est le contre-coup de ça, si on veut, finalement. C'est qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire parce qu'on a décidé de ne pas avoir d'employés. On peut engager des gens en sous-traitance pour certaines choses, mais il y a des fois, on aurait besoin de plus de gens en permanence pour aller plus loin. Fait que des décisions à prendre. On ne peut pas tout faire, puis il faut respecter ça. Puis ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne le fera pas non plus. Exact. Mais comme pour là, c'est comme ça que ça se passe. Parlons un peu d'avenir, justement. 5-10 ans. Comment tu vois ça? Tu sais, là, tu as parlé d'employés, mais vous ne voulez pas aller là, sous-traitance peut-être. Ouais. J'ai vraiment, c'est quoi l'avenir pour... vraiment beaucoup de difficultés à te dire où je vais être dans 5-10 ans. J'ai toujours été quelqu'un qui a suivi ce qui l'intéresse. Je me vois encore faire des conférences voyage. C'est une passion. Cette passion-là, ce voyage a toujours été là. Ça fait une belle passion déductible d'impôts en plus, parce que ça fait partie de l'entreprise. Mais mis à part ça, c'est quelque chose que... Mais je me vois de même, dans 10 ans, la technologie va être où? Est-ce que je vais suivre cette technologie-là aussi? J'ai 45 ans, il me reste encore... si je suis chanceux, comme entrepreneur, je vais prendre ma retraite à 65. Mais ça c'est une autre chose où on en est aussi, c'est que il y a des, comme on parlait de phases, où on met beaucoup d'argent dans notre entreprise. Mais là, on est là, à 45 ans, on a mis tous nos œufs là-dedans. Là, faut que tu penses à ta retraite. 45 ans, c'est déjà tard un peu. Puis que là, on en met plus de côté aussi, là. Pour voir ça. Ça fait que là, on a des choix aussi à faire dans le futur. Il ne faut pas tout mettre dans des actions en bourse, mais il faut aussi évoluer comme entreprise. Fait qu'il faut commencer à diviser un peu nos offres dans le panier. Ça fait que on est là un peu. Là. Mais j'espère garder cette passion. Puis le jour où j'aurai plus de passion pour ce que je fais,
ça sera autre chose, simplement. Exact. Ben, je me vois pas tant faire autre chose comme celle-là. Il y a des fois où on peut être épuisé. C'est pas tout le temps facile non plus, parce que quand il y en a un qui est comme Caroline et moi, si je suis très motivé par quelque chose, elle peut ne pas l'être. Puis là, ça peut amener une friction. Hein. Ouais. Ça, si on parle de voyage, c'est le fun, c'est moi qui pars, mais elle, Ouais. pour elle, là, si elle est seule à la maison, ben c'est sûr qu'elle ne partagera pas le même enthousiasme que toi. Là. Ouais. Fait que là, il faut trouver un équilibre. Fait que Exact. c'est ça. Fait que c'est là, présentement, c'est plus là qu'on en est. C'est le Ouais, défi. c'est plus là le défi, c'est de trouver cet équilibre-là, présentement. OK. Dans 2 ans, on s'en reparlera, ça sera autre chose. Ouais. Ouais. Puis là, à moins que tu veuilles jaser d'autres choses, j'arriverai à la fin. Ouais. Si, mettons, tu avais un moment où tu te dis, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Tu as un moment que, sur une base quotidienne, que tu te dis, wow, je suis ici, là, tu es aux îles, puis là, tu te dis, wow, c'est pour ça que je fais ce métier-là, je veux pas être dans un bureau, dans Ouais. une. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Ouais? Ouais, à plusieurs reprises. Tu installes la caméra t'es sur le bord du Grand Canyon, Sur le bord du vide. T'es sur le bord du vide, t'es là, puis t'es tout seul, tu t'installes ta caméra. Puis là, il faut que tu te cacher parce que la caméra, tu vas la laisser enregistrer pendant un certain temps. Tu vas te cacher, puis tu t'installes, t'es dans les herbes, t'es accouché à terre, puis tu regardes le paysage, tu dis, je voudrais pas être ailleurs qu'ici. Là. Je voudrais pas être dans un bureau. Je voudrais pas être nulle part ailleurs que où je suis présentement. Là. Je vis des grandes aventures. Fait que ça je me ramène souvent à ces genres d'expériences-là. Puis juste même quand je fais du montage, je suis dans mon bureau, puis je fais du montage, puis tout ça prend forme. C'est le fun. Tu es dans un flow, tu fais ce que tu aimes, puis ça prend du concret. C'est des moments que j'adore. Puis encore là, quand je vois les gens sur la tête, puis qui enlèvent le casque, puis qui ont la larme à l'œil ou qui sont « wow », pour moi, ça fait partie de ma paye aussi. C'est Tout ça. plein de moments, Ouais. plein de moments. Il n'y a pas un moment en particulier, mais plein de moments comme ça qui se produisent. Ouais. Merci, Patrick, d'avoir participé au podcast. J'espère que tu vas avoir aimé ça. Oui, ben écoute, je pense Des fois, que ça nous permet de Ouais. revenir en arrière et de faire OK, genre, mon parcours, c'était ça. Ouais. Des fois, ça te remet en question sur certains points. puis- Ouais, non, je me remets pas en question. Je suis sur mon X. Pas toujours facile d'être sur son X, mais merci de me permettre de partager l'expérience. Puis succès à ton podcast. Mais merci d'avoir participé. Ouais. Salut, Patrick.